Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de janvier 2022 et du coup mon deuxième point lecture de l'année. Et vous allez voir que je vais vous présenter aujourd'hui mon premier coup de cœur de l'année puisque voilà, ça n'a pas trop tardé. J'ai enchaîné beaucoup de très bonnes lectures en janvier, c'est ce que vous allez voir avec ce point lecture. Globalement il y a eu vraiment du très bon et du coup il y a même eu un premier petit coup de cœur. Je vous parlerai du coup dans cette vidéo tout d'abord de Une pour toutes par Jean-Laurent Del Socorro. Ensuite ce sera au tour du Guerrier de porcelaine par Mathias Malzieu. Puis ce sera au tour de Concrète Rose par Angie Thomas. Et côté roman, je terminerai avec Les âmes inconscientes par Rod Marty. Et enfin du coup côté graphique, je vous donnerai mon avis sur L'Éden des sorcières, le tome 2. Je vais donc commencer tout de suite avec Une pour toutes par Jean-Laurent Del Socorro. Il est publié aux éditions L'École des loisirs, il est sorti début janvier. C'est un roman que j'ai reçu de leur part et je les en remercie vraiment grandement. Si vous me suivez un peu, vous savez peut-être que j'aime vraiment beaucoup le travail de Jean-Laurent Del Socorro. Pour moi, il fait vraiment partie de ces incontournables de l'imaginaire francophone. J'aime vraiment énormément ces romans qui sont essentiellement historiques mais avec toujours une petite touche soit fantasy, soit fantastique. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup son travail et en plus de ça, je trouve que c'est une personne vraiment extrêmement gentille, donc voilà, ça aide aussi. Et donc du coup pour celui-ci, pour le coup, il n'y a pas du tout de part imaginaire dedans, on est purement sur un roman historique dans lequel on va suivre l'histoire de Julie Maupin, qui est une jeune femme qui va naître et grandir à Versailles. Alors en fait elle ne grandit pas spécialement dans la noblesse, mais son père travaille pour les écuries, donc voilà, elle vit quand même, elle gravite dans ce domaine-là, sans forcément être au départ une grande dame, mais elle jouit quand même du coup d'une très bonne éducation dans ce domaine. Sauf que Julie Maupin, c'est pas tout à fait une jeune femme sage et dans ses jolies robes, etc. Elle a plutôt un sacré caractère et elle est bien décidée à mener sa vie comme elle l'entend. Et du coup pour ça en fait elle va se marier avec un homme qu'elle va gentiment envoyer travailler assez loin d'elle, histoire quand même d'avoir ce statut de femme mariée mais de pouvoir gentiment s'en débarrasser, pour ensuite vivre complètement sa vie. Et dans sa vie ses passions ce sont l'escrime et puis plus tard ensuite le théâtre et l'opéra. Et donc voilà, elle vit un peu dans tout ça, elle enchaîne un peu les conquêtes et les histoires d'amour. C'est une femme bisexuelle, donc avec des histoires d'amour avec des hommes et puis également avec des femmes. Et si on a un petit personnage plus ou moins, une toute petite touche d'imaginaire si on peut dire ça, dans le sens où va graviter autour d'elle un personnage qui apparemment serait le diable. Alors c'est pas... Bon voilà, on sait pas exactement, mais il semblerait voilà, qu'il y ait le diable un peu qui gravite autour d'elle. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très dynamique, c'est un roman dans lequel on s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Le personnage de Julie Maupin est un personnage qui a réellement existé et qui a eu pour une grande partie vraiment cette histoire-là. Enfin, je trouve que c'est une histoire absolument dingue, surtout à cette époque-là. À la cour du roi soleil, etc. Enfin voilà, je trouve ça vraiment chouette. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre avec sa vie du coup à 100 à l'heure. C'est une lecture qui est extrêmement fluide, comme c'est quasiment toujours le cas je trouve avec les romans de Jean-Laurent Del Socorro. Voilà, ça déroge pas à la règle, c'est hyper fluide, il y a plein de traits d'intelligence dans l'écriture. Jean-Laurent a à la fois réussi à mettre en place certaines choses qui font référence à cette époque-là par rapport à du vocabulaire, des manières de s'exprimer, etc. Et puis vraiment des joutes verbales et enfin c'est intelligent comme manière d'être fait, vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc on a tout ça, tous ces amours, ce voyage, il va beaucoup voyager à travers la France, une grande liberté. Et c'était vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas mon premier coup de cœur de l'année, celui-ci je lui ai mis la note de 18 sur 20. Il était excellent, il y a moyen qu'il se retrouve dans mon top de l'année, mais ce n'est pas mon premier coup de cœur de l'année. Ensuite, j'ai donc lu Le Guerrier de porcelaine par Mathias Malzieu, publié aux éditions Albin Michel. Alors pareil, on était ici aussi sur un plutôt bon candidat, puisque j'aime aussi beaucoup le travail de Mathias Malzieu, mais c'était pas non plus celui-ci. Pour celui-ci, on suit donc l'histoire de Menou, qui a 9 ans, et dont la mère va décéder, et il va être envoyé, lui, par sa famille en Lorraine, donc en France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, pour rester en fait avec sa famille qui vit en Lorraine, qui vit dans une ferme, et on va voir finalement comment est-ce qu'il va s'en sortir un peu avec son imagination parce qu'il a rien à faire là, donc il faut surtout pas qu'il soit découvert. Et puis il va se rendre compte que dans ce contexte-là, il n'est pas la seule personne qui ne doit pas être découverte dans le coin. Voilà, c'était vraiment intéressant. Et donc ça raconte du coup l'histoire de Menou, qui est en fait le papa de Mathias Malzieu et qui raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale dans cette France occupée. Et on voit déjà voilà, ce pouvoir de l'imagination qui permet de se sortir des situations compliquées. C'est quelque chose que Mathias Malzieu a déjà abordé plusieurs fois dans ses romans.
dans Journal d'un vampire en pyjama avec sa leucémie, et puis également dans Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi avec le deuil. Voilà, c'est un récit que j'ai bien apprécié, que j'ai trouvé intéressant. Ça change un peu de ce que fait d'habitude Mathias Malzieu parce qu'il y a ce contexte historique en plus. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que ça se passe vraiment juste à côté de là où j'ai travaillé cet été, c'est-à-dire vraiment genre dans un petit village paumé au milieu de la Moselle, juste à côté du petit village paumé au milieu de la Moselle où moi j'ai travaillé. Donc voilà, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment bien apprécié. C'est pas mon préféré de Mathias Malzieu, peut-être que j'aurais voulu encore plus, même si quelque part c'est cohérent aussi avec la vision d'un enfant de 9 ans qui forcément il peut pas non plus tout lui arriver. Et du coup celui-ci je lui ai mis la note de 16/20. Et donc ensuite j'ai lu Concrète Rose par Angie Thomas et voilà, c'est celui-ci, mon premier coup de cœur de l'année. Alors j'avais déjà beaucoup aimé The Hate You Give et j'avais aussi beaucoup aimé Paris pour percer, mais je pense que Concrète Rose, je sais pas si c'est pas celui qui m'a le plus touchée, le plus frappée. C'est un récit que j'ai commencé un soir à 22h30 et que j'ai fini à 1h30 du matin parce que j'ai pas réussi à m'en décrocher. Il fait quand même 400 pages, bon c'est une écriture qui est très fluide, une mise en page qui est assez fluide aussi, etc. Mais voilà, j'ai bouffé 400 pages d'un coup pour vous dire à quel point j'étais prise dedans. Pour ceux qui connaissent l'histoire de The Hate You Give, on va suivre ici en fait l'histoire du papa de Star, donc Maverick, quand il a 17 ans et qu'il apprend qu'il devient père. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas The Hate You Give, ça ne pose aucun souci puisqu'en fait c'est un roman du coup forcément qui se passe avant, comme on suit l'histoire du père de Star quand elle était jeune. Mais voilà, vous pouvez complètement les lire indépendamment. Je trouve que c'est hyper intéressant à lire après The Hate You Give parce qu'on comprend vraiment bien pourquoi est-ce que toutes ces relations sont comme ça dans The Hate You Give entre les personnages secondaires qui gravitent un peu autour. Mais d'un autre côté ça marche aussi dans l'autre sens, donc voilà, pas d'inquiétude de ce côté-là. Et donc on suit l'histoire de Maverick qui a 17 ans, qui est un jeune garçon qui vit dans l'univers du gang parce que son père était lui-même membre très important d'un gang. Mais il est en prison actuellement. Et en fait c'est Maverick qui essaye un peu de s'en sortir comme il peut. Il essaye en fait de rester un peu à l'écart ou en tout cas de pas entrer dans le dur du gang, et il va apprendre en fait qu'il est devenu papa suite à un accident, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, et voilà, il devient papa d'un petit garçon. Ce petit garçon c'est Seven pour ceux qui ont lu The Hate You Give, et il va essayer en fait de vraiment tout faire pour assumer ses responsabilités, pour s'occuper au mieux de son fils, et on va voir comment est-ce que ça va vraiment profondément le changer, et c'est vraiment ça, c'est vraiment ses responsabilités qui lui arrivent dessus, et comment est-ce qu'il essaye de s'en sortir alors qu'il a déjà une vie qui est pas forcément simple puisque du coup il vit avec sa mère, ils galèrent déjà rien que tous les deux à joindre les deux bouts depuis que son père est en prison, etc. Donc voilà, c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très très touchant. J'ai été très touchée par le personnage de Maverick et c'est un personnage que j'aimais déjà beaucoup dans The Hate You Give. Il a un rôle de père qui est quand même assez fort et assez particulier, avec un lien très fort avec ses enfants. Et j'aimais aussi beaucoup le personnage de Seven et du coup je trouve ça intéressant de voir dans quel contexte il a grandi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. Je trouve que c'est un récit qui est extrêmement cohérent par rapport à The Hate You Give. Comme je vous disais, toutes les petites choses, les petites relations un peu compliquées entre les personnages, ceux qui s'aiment pas beaucoup dans le quartier, etc. Tout ça, c'est expliqué dans Concrète Rose. Et du coup, je trouve ça assez dingue. Je me suis demandé si Angie Thomas en fait avait pas déjà écrit, ou au moins si elle avait pas déjà dans sa tête toute l'histoire quasiment de Concrète Rose pour finalement que les deux se tiennent aussi bien et que ce soit aussi cohérent ensemble. Mais voilà, je trouve ça vraiment, vraiment super bien fait et j'ai beaucoup aimé ce récit. Un seul tout petit défaut, dans les 50 premières pages, les personnages s'expriment quand même avec un langage qui est très oral, et notamment avec du verlan, etc. Et je trouvais qu'il y avait quelques petites choses qui faisaient un peu bizarre à l'oral, qui pour moi se disent pas trop, enfin ça faisait bizarre à l'écrit. Et puis je l'aurais pas forcément écrit comme ça, je trouvais ça un peu étrange, mais voilà, j'avais juste noté 2-3 petites choses comme ça dans les 50 premières pages, et vraiment c'est tout. Sinon c'est un récit que j'ai trouvé génial, que j'ai trouvé hyper prenant, très touchant aussi, et vraiment très fort. Voilà, une grosse réussite. J'aimerais beaucoup que celui-ci aussi soit adapté en film. Et du coup je lui ai mis la note de 19/20, ça a donc été un petit coup de cœur. Et du coup pour terminer côté roman, j'ai lu Les âmes inconscientes par Rod Marty. Ici aussi ça a été franchement une très bonne lecture et une très bonne surprise parce que par rapport à la thématique, j'avais pas trop lu en fait de quoi ça parlait. J'y suis allée assez confiante parce que j'avais beaucoup aimé de Rod Marty Les Enfants de Pickwood, son premier roman publié chez Scrinéo, qui avait franchement été pour moi une très belle découverte. Du coup voilà, j'y suis allée comme ça assez confiante sans forcément trop regarder, et je pense que si j'avais un peu plus regardé de quoi ça parlait, peut-être que j'y serais allée avec un peu plus de réticence parce que c'est pas trop le genre de choses qui me parlent. C'est une question personnelle, ça parle un peu de réminiscence des vies anciennes, etc. Et c'est pas du tout, ouais, c'est pas quelque chose auquel moi je suis particulièrement sensible, mais j'ai trouvé que c'était tellement bien fait dans ce récit là.
j'ai été complètement prise dedans. On est ici sur un récit aussi de 400 pages, pour le coup je l'ai lu en 2 fois, mais alors je l'ai lu en 2 fois et à chaque fois j'ai enchaîné 200 pages à la suite, vraiment c'était aussi très prenant. Et du coup dans ce récit là on va suivre 5 personnages à l'époque actuelle et 5 personnages en 1692, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça hein. Oui c'est ça, et 5 personnages en 1692. Donc au total on a 10 personnages, on a un petit lexique au début pour bien s'y retrouver, mais je trouve que les personnages sont vraiment bien identifiés. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est que Rod Marty, en l'espace de 2 chapitres sur chaque point de vue, enfin c'est des petites parties à l'intérieur de plus gros chapitres, et en l'espace de voilà 2 tours où on avait vu tout le monde, j'étais attachée à 9 sur 10 des personnages. Il y a un seul personnage auquel j'étais pas forcément très attachée, qui me touchait pas forcément beaucoup dès le départ. Mais sinon voilà, il a réussi très très vite à m'accrocher à 9 des 10 personnages parce que je trouve qu'il y avait vraiment des thématiques hyper fortes, hyper intéressantes qui étaient abordées. On parle beaucoup de... Il y a pas mal de personnages LGBT quand même dans ce récit-là. Et il y en a aussi à l'époque de 1692 et du coup forcément ça apporte des difficultés. C'est le moins qu'on puisse dire, en sachant qu'en fait à l'époque de 1692 ça se passe dans un village qui est en fait le village de Salem, dans lequel il va y avoir le procès des sorcières, donc c'est de ça que ça va parler, mais sinon ça parle en fait de personnages qui sont finalement un peu une famille, des descendants d'une famille de colons américains. Et si vous avez lu Outlander et si vous avez lu les livres, pas les premiers mais ceux dans lesquels on a Jamie, Claire etc. qui sont installés et qui essayent de construire leur vie etc. aux États-Unis avec... en vivant au cœur de la forêt, avec Claire, avec ses plantes, etc. Vraiment, c'est tout à fait l'ambiance que j'ai retrouvée. Et c'est une ambiance que pour ma part j'aime beaucoup dans Outlander, hein, donc c'est quelque chose de tout à fait positif. Il y a des défauts que je trouve dans Outlander, mais ça pour le coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc ça fonctionnait très bien. Et puis pour la partie contemporaine, en fait on a des personnages qui vont se retrouver dans lesquels, enfin, ils vont subir pour certains d'entre eux un attentat dans une boîte de nuit. Et il y en a du coup deux d'entre eux et puis une autre d'un peu plus loin qui vont être vraiment très touchés par cet attentat. Et on a des personnages ensuite qui ont pas mal de problèmes, de problèmes au niveau mental, enfin ouais, il y a pas mal de soucis, ils ont pas mal de soucis. Il y a un personnage avec des tocs, il y a un personnage qui pense être possédé, un personnage qui a du coup des grosses difficultés à la suite de l'attentat. Voilà, pas mal de personnages comme ça, assez, avec une vie qui est assez compliquée quand même. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait, que Rod Marty avait réussi à aborder plein de thèmes intéressants à travers ses différents personnages. Et qu'il avait réussi, voilà, comme je disais, à rendre ces personnages vraiment très touchants. Et puis finalement, du coup, on va comprendre assez vite que les 5 personnages du passé et les 5 personnages du présent sont directement liés. Et qui sont connectés entre eux, et que du coup, voilà, il y a toute une histoire derrière avec justement une espèce de justice par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de Salem. C'est des personnages qui ont eu... Enfin, il y a pas mal de choses quand même assez difficiles dans ce récit. Il est arrivé beaucoup de choses difficiles, surtout à l'époque de Salem, et on comprend que c'est aussi pour ça que maintenant il se passe ces choses-là dans le présent. Et oui, c'est un récit que j'ai vraiment trouvé intéressant. C'est pas forcément, comme je vous disais, un sujet qui est forcément ma came au départ, mais vraiment j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment la découverte. Pour ma part, je lui ai mis la note de 17/20, ça a été une très belle surprise. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu L'Éden des sorcières, le tome 2 par Yu Meiji. C'est un récit du coup, c'est un manga dans lequel on a l'histoire d'une jeune sorcière qui s'appelle Pili, qui a grandi avec une doyenne qui était avec elle, qui était en gros une sorte de formatrice aussi pour elle par rapport à toutes les plantes, etc. Et qui lui a confié une quête qui est celle de retrouver l'Éden. Pour retrouver l'Éden, elle est accompagnée de Hawk, qui est une sorte de gros loup à moitié végétal, et ils partent tous les deux en quête, voilà, de cet Éden, sauf qu'il y a une grosse menace qui pèse sur eux parce que les sorcières sont complètement chassées de ce monde-là, en sachant par contre qu'en fait c'est un monde dans lequel il n'y a quasiment plus de plantes qui poussent, et les sorcières font partie des seules personnes qui sont encore capables de faire pousser ces plantes. Donc voilà, du coup il y a un peu une sorte d'ambivalence. C'est un récit qui parle beaucoup d'écologie, et certes c'est un récit qui est quand même assez sombre, enfin on voit bien que c'est un récit qui va devenir sombre, mais clairement pour l'instant c'est pas tellement un récit sombre, donc je trouve pas que ce soit très justifié, cette couverture très glauque, cette couverture quand même assez glauque, je trouve pas que ce soit trop justifié pour l'instant. Je pense que ça correspondra bien à la suite parce que voilà, comme je l'ai dit, on part sur quelque chose d'un peu sombre, mais jusque là pas spécialement. Et sinon pour le style de dessin, c'est un style de dessin que j'aime vraiment bien, avec des dessins plutôt détaillés, comme c'est souvent le cas je trouve aux éditions Kiun, et c'est pour ça que j'aime bien en général leurs différentes séries.
Donc voilà, du coup pour ce tome 2, je lui ai mis la note de 15/20, je suis curieuse de voir quelle sera la suite, et de suivre la suite des aventures de Pili, de voir peut-être un petit peu plus la menace qui pèse sur eux parce qu'il y a un homme qui cherche à la retrouver, et dans ce tome-là il est resté très en retrait, donc voilà. J'ai hâte de continuer cette série. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a certains qui vous tentent, si je vous ai donné envie d'en découvrir. Et puis du coup pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!